Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier du blog courseapied.com. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Chéniaud qui est l'un des meilleurs athlètes du monde dans l'ultra trail. Tu as été également troisième de l'ultra trail du Mont Blanc en 2011, deuxième en 2009. Tu as été premier du North Face Endurance Challenge en 2010. Bref, tu as un palmarès très très impressionnant dans l'ultra trail. Donc je voulais un petit peu que tu te présentes et ensuite je te poserai différentes questions par rapport au trail. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour à tous, bonjour et puis merci de cet intérêt. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir gagné pas mal de courses. Maintenant, je pense qu'on est, je dirais tous à peu près pareil. Et puis tous coureurs d'ultra, aimant la nature, aimant l'environnement et la rencontre avec les autres. Donc c'est avec plaisir vraiment que je participe à cette entrevue. D'accord. Donc explique-nous un petit peu quand est-ce que tu as commencé la course à pied pour arriver aujourd'hui à de tels résultats. Alors c'est assez simple, c'est assez simple. En fait, j'ai commencé la course à pied par l'école d'athlétisme il y a quelques dizaines d'années en arrière, puisque j'ai commencé, j'avais 10 ans, et j'ai pratiqué l'athlétisme jusqu'à l'âge de 22 ans. Alors j'étais coureur de 800, de 1500 et de 3000 steeples, donc des distances qui n'ont rien à voir avec ce que je pratique actuellement. Et j'ai complètement coupé avec la course à pied pendant 8 ans. Et j'ai repris à l'âge de 29 ans par de la course en montagne courte. Je me suis rendu compte que j'avais un petit peu des prédispositions pour courir dans des endroits un petit peu escarpés, pour courir dans des endroits et des zones un petit peu montagneuses et rocheuses. Donc j'ai commencé vraiment à me faire plaisir à ce moment-là. Donc j'ai continué tout simplement en rallongeant progressivement les distances, parce que la progressivité est vraiment le maître mot pour garder la notion de plaisir et la notion d'amusement. Et j'ai rallongé très très progressivement les distances avec des 15, 20, 25, puis 30, puis 50 kilomètres avant d'arriver à faire des courses comme le Tour du Mont Blanc, comme la Diagonale des Fous, ou bien le Grand Raid du Mercantour, des diverses courses de ce type-là qui sont des ultras donc en non-stop et en semi-autonomie. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. D'accord, donc en gros, tu as commencé à 8-9 ans, tu as arrêté vers 20-21 et ensuite tu as repris à 28 ans la course à pied. Exactement. Pendant les années en fait où j'ai stoppé la course à pied, j'ai dû déjà j'avais mon service militaire, j'avais mon arrivée dans je dirais dans la vie active. J'avais aussi mes dernières années d'études qui ont fait que j'ai pris la décision d'arrêter de courir, puisque j'avais à cette époque-là 40 heures de cours par semaine, donc c'était énorme pour l'entraînement. J'arrivais pas à suivre, donc j'ai privilégié ma formation. Actuellement, je suis biotechnologiste de formation, et donc j'ai privilégié ce côté-là, cet aspect-là, et en me disant je reprendrai un jour quand j'aurai plus de temps. Et puis après, je suis rentré dans la vie active et je suis revenu vraiment à la course à pied, je dirais par pur hasard, puisque j'habitais dans un tout petit village de l'arrière-pays niçois où je faisais de l'escalade et où je participais à un club dans un club d'escalade où je m'occupais des enfants. Et puis pour reprendre et puis pour progresser, en fait, j'ai repris à courir parce que je savais que la course à pied c'était la base de beaucoup d'activités, beaucoup de sports. Voilà comment ça s'est passé. J'ai rallongé progressivement par la suite. D'accord, et ça t'est venu comment de faire des trails, des courses en nature?
Alors il y a eu deux facteurs. Il y a eu un petit peu par hasard, et puis il y a eu un facteur déclenchant quand même, qui a été le fait de faire mon armée dans une section de renseignement des chasseurs alpins. Donc dans une section de renseignement, c'est un groupe vraiment je dirais très condensé, puisqu'on était 16, et on fait énormément de ski de randonnée durant tout l'hiver, tous les jours. On fait du parapente, de la course en montagne, course à pied, et puis beaucoup d'escalade. Donc je suis venu à la suite de mon armée, justement, je me suis mis à l'escalade en venant m'installer dans le sud de la France, et puis progressivement je me suis rendu compte durant le même service militaire que j'avais des aptitudes à courir en montagne, que quand on partait faire justement de la course en montagne, ou tout au moins ce qu'ils appelaient des footings alpins à cette époque-là, eh bien j'étais le seul à courir à la fin, j'étais plus que tout seul. Donc je me suis dit ça peut être une activité aussi intéressante. Et puis de fil en aiguille, voilà où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Et tu parcours des milliers de kilomètres chaque année. Explique-nous un petit peu ta journée type de coureur ultra-trailer. Quels sont tes différents entraînements chaque semaine? Raconte-nous un petit peu ton quotidien de coureur de course à pied. Alors mon quotidien est relativement simple. Je tiens juste à dire que depuis que je suis passé professionnel, c'est-à-dire en avril 2010, j'ai dû un petit peu dégrossir le côté justement coureur pro, parce qu'on est très très peu en Europe et dans le monde. Donc il a fallu que je m'adapte un petit peu à la nouvelle situation. Et de ce fait, j'ai eu beaucoup moins de temps pour m'entraîner. Ça peut sembler paradoxal, mais à partir du moment où je suis passé professionnel en trail, j'ai eu moins de temps. Plus de sollicitations par les magazines, pour les ouvertures de magasins, pour les différents déplacements dans le monde. Je me déplace entre 120 et 150 jours par an dans le monde entier. Donc c'est ce qui est déjà pas mal. J'ai à peu près entre 70 et 80 jours de tournage de vidéos, de documentaires, de films, de publicités, de choses de ce type-là par an aussi. Donc ça, c'est beaucoup de sollicitations. Et puis il faut savoir aussi que quand j'ai une période où je peux m'entraîner de manière, je dirais, correcte, je fais pas beaucoup de kilomètres en fait par semaine, de manière à m'économiser justement. Et avec mon entraîneur, on a réussi à trouver le juste équilibre. Alors j'ai des périodes où je vais faire plus de volume et où je vais monter jusqu'à 250 km par semaine à peu près. Mais la majorité du temps, je fais entre 100, 120. 100 km, 120 km. Il m'arrive même de me préparer durant certaines périodes en faisant juste entre 40 et 70 km par semaine pour des courses de 120. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dedans. Pardon ? C'est très variable tes entraînements, ça peut aller de 70 km par semaine à 250. Exactement. C'est un petit peu en fonction de la saison, puis en fonction de la période de préparation, selon la course que je prépare, selon l'événement. Ensuite, je dirais une semaine type, je vais vraiment privilégier le côté fractionné et qualité de course. Donc, je vais vraiment travailler quasiment comme un marathonien. Quasiment, avec de la VMA, avec du seuil, avec la seule chose qu'il va y avoir en plus, c'est que très souvent ça va se dérouler ou à plat ou en côte, pour le côté travail de côte et donc travail en concentrique. Et puis après, je vais avoir des périodes hivernales un petit peu particulières où je vais associer plusieurs activités. C'est-à-dire que je vais déjà durant plusieurs semaines durant l'hiver, je vais travailler le renforcement musculaire, la musculation, la pliométrie, toutes ces choses-là. Oui. Et ensuite, je vais travailler aussi toute la partie course à pied, mais course à pied en neige avec les raquettes, dans des endroits où il y a beaucoup de neige ou sur de la neige dure, ça dépendra. Et je vais associer à ça, du ski, donc du ski de rando ou du ski de fond. D'accord. Et donc,
Qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir, puisque bah, tu arrives à faire énormément de kilomètres chaque semaine? Explique-nous un petit peu ce que tu Ce aimes qui me dans le motive. simple fait de courir. Ouais. Alors, justement, c'est que je considère le trail et l'ultra, et en particulier les entraînements, pas comme un simple fait de courir. Je vais courir, je vais travailler la machine, je vais travailler mon organisme, je vais habituer mon corps, mais je vais surtout aller voir des animaux, aller dans des endroits que je connais pas, aller rencontrer des gens que je connais pas, quand je vais dans des pays que je connais pas. Donc c'est cet aspect-là qui est aussi très motivant parce que ça permet vraiment d'avoir des nouveaux contacts, des nouvelles relations, et c'est très très riche de connaissances que l'on court dans un désert en Libye par exemple, avec des Touaregs, avec des Libyens, ou bien que l'on court au Chili ou en Argentine ou aux États-Unis. C'est des cultures et des gens que l'on rencontre complètement différents. Après, on est en contact avec des animaux, avec des situations qui sont vraiment très 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 particulières. Donc c'est là cet aspect-là que je trouve très intéressant et très motivant pour aller s'entraîner. D'accord. Alors également, j'ai une autre question. Quel est ton équipement en tant que coureur de trail d'ultrafond? Qu'est-ce que tu as comme chaussures spécifiques? Quel est l'équipement bah, que tu conseillerais pour toutes les personnes qui font de l'ultra trail, ultrafond? Alors au niveau matériel, moi j'ai un équipementier qui est The North Face, avec lequel je développe du matériel adapté à l'ultra trail, que ce soit en short, en t-shirt, en produits de protection, de pluie, en pantalon aussi bien qu'en veste. Donc à ce niveau-là, vraiment, j'utilise les mêmes produits que les personnes qui vont être en milieu de peloton, en fin de peloton, ou que l'on va pouvoir trouver en magasin. Ensuite, en chaussures, j'utilise vraiment les produits, je dirais, de l'année qui vont arriver, parce que on participe de plus en plus au développement de la chaussure, et moi en particulier, puisque c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus dans le trail et dans l'ultra, c'est de pouvoir justement apporter mon aspect et ma vision scientifique en tant que coureur à ce type de développement. Donc je participe à ce développement-là, au développement de la chaussure, je fais les tests tout au long de l'année, je maltraite les produits de manière à les emmener vraiment au bout, à les emmener au maximum. Ensuite, je travaille aussi sur tout ce qui va être équipement traditionnel, mais je travaille aussi quand même pas mal sur tout ce qui va être les bas de compression, sur la compression avec Compressport, sur les lunettes avec CB. On a développé un produit qui sortira en début d'année et qui est vraiment un produit adapté au trail et à l'ultra trail, que ce soit en montagne ou en plaine. Ensuite, je travaille vraiment avec Oversteam pour les produits alimentaires. On essaye vraiment d'adapter les produits pour monsieur tout le monde et de développer ces produits dans l'optique de vraiment d'affiner les connaissances que l'on peut avoir au niveau du trail et de l'ultra trail. D'accord. Et quel est l'investissement à peu près pour bah, cet équipement? Alors, l'investissement à quel niveau l'investissement en temps? Non, en argent, bah, par rapport pour En avoir financier? les Oh, chaussures, tout ça pour bien être équipé, quoi. pour être équipé correctement. Ouais, Alors ouais. sur des produits entre autres, par exemple de chez North Face, on va avoir tout ce qui va être short, t-shirt, qui va être entre 40 et 60 euros à peu près. Ensuite, on va avoir des vestes qui vont être plutôt aux alentours de 100, 120, 130 euros, de manière à être protégé pour la pluie. À peu près pareil pour la partie pantalon. Ensuite, au niveau des chaussures, c'est aux alentours de 100, 100, 100, 110, parce qu'il y a une gamme qui commence à 100 euros et qui monte jusqu'à 120 euros. Donc on va être dans ces tarifs-là à peu près. Ensuite, chez Compressport, pour les bas de compression, on va être avec des produits à entre 45 et 65 euros pour les plus chers. Pour les lunettes, on est aux alentours d'une centaine d'euros à peu près. Donc ça fait déjà
un bon panier, je dirais. Ensuite, on a le sac qui va servir à porter le matériel obligatoire sur un ultra, qui va être aux alentours d'une cinquantaine d'euros à peu près, et puis les produits énergétiques qui vont être des gels aux alentours de 2 euros et les barres énergétiques aux alentours de entre 2,50 et 3 euros à peu près l'unité. D'accord, donc là on a une panoplie de tous les produits que l'on peut avoir pour Exactement. faire ce sport. Pour être coureur d'ultra. Ouais, exactement. Et également, là tu viens de parler de gel. Est-ce que tu as une alimentation spécifique pendant tes entraînements ou pendant ta course? Raconte-nous un petit peu quelle est ton alimentation par rapport au trail. Alors par rapport à la préparation d'un ultra, par exemple, un ultra trail, je vais avoir tendance à consommer beaucoup plus de riz sur les derniers jours avant la course. Pourquoi? Parce que au niveau qualité, le riz a un taux de dégradation et d'utilisation par l'organisme qui est de l'ordre de 72%. Ce qui ne va pas être le cas pour les pâtes. On encense toujours les pâtes, mais les pâtes n'ont pas le même effet par rapport à la recharge de glycogène et à la recharge glucidique par rapport à l'organisme. Ensuite, les quelques jours donc précédents, je vais avoir une orientation vraiment riz et voire même culture japonaise avec des poissons crus ou cuits et donc du tofu aussi. J'utilise énormément de tofu, donc il y a du soja fermenté. Ensuite, pendant l'épreuve, en fait, je vais consommer de la boisson énergétique qui a été développée donc pour l'ultra par Oversteam, ainsi que des gels et des barres, de manière très précise. Toutes les 30 à 40 minutes, je vais consommer un produit de manière à amener à mon organisme régulièrement des nutriments et des acides aminés, entre autres, ainsi que du carburant pour mon corps. Je vais aussi utiliser des BCAA, donc c'est des acides aminés, un mélange d'acides aminés que je vais utiliser pendant l'épreuve, de manière à préparer ma récupération déjà. C'est-à-dire que je vais consommer ces acides aminés sous forme de comprimés pendant la course et je vais en consommer après l'arrivée de manière à refaire le plein en acides aminés, en sels minéraux et les différents constituants que l'on va consommer pendant l'épreuve. Donc voilà comment s'organiser un petit peu la dernière semaine ainsi que l'épreuve selon la distance. Après, je vais rajouter quelques morceaux de banane, je vais rajouter des soupes, des potages, des choses comme ça. D'accord, donc pour récapituler, toi tu préconises avant tout plus le riz que les pâtes. Tout à fait, puisque on consomme et on dégrade beaucoup plus facilement le riz que les pâtes. D'accord. Et tu te fais, comme tu l'as dit là juste avant, un petit peu une culture japonaise pour être parfaitement prêt sur le plan de l'alimentation pour réaliser des excellentes performances. Exactement. C'est la culture japonaise que je pense être la plus adaptée à ce type d'épreuve. D'accord. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient réaliser un premier ultra trail, quels sont les conseils que tu donnerais à un débutant qui a peur de se lancer et qui souhaiterait réussir son premier ultra trail? Quels seraient les 3 conseils indispensables que tu pourrais nous donner? Alors, il y a déjà une chose très très importante, c'est la progressivité. Parce que je pense qu'il faut laisser le temps à l'organisme de s'adapter. Ce n'est pas qu'une histoire d'aller courir et de rallonger. Parce que là, on adapte quoi? On va adapter le côté musculaire. Mais il faut tenir compte aussi du côté physiologique, c'est-à-dire que lorsque une personne va courir et puis elle va rallonger progressivement, elle va modifier les poumons, le côté estomac, pour s'adapter à l'alimentation
de course à pied. Et puis à courir aussi, le fait de courir, on a aussi plus de choc au niveau de l'organisme. Donc il faut que l'estomac et l'intestin arrivent à s'adapter. Notre foie va filtrer beaucoup plus de choses. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'il faut adapter. Et le dernier point qu'il va falloir adapter, c'est le côté hormonal. Donc ces trois facteurs sont très importants. Et pour adapter ces trois facteurs-là, il va falloir laisser le temps au temps. En gros, il va falloir se laisser à peu près 3 ans, 4 ans facilement en faisant des distances de 15, 20, 25 et kilomètres, donc des courses de 15, 20, 25 kilomètres et faire une petite incursion, je dirais, par an dans un objectif final, je dirais, de fin de saison sur 60 km la première année ou 50 la première année, 60 la deuxième, 70, 80, de manière à venir progressivement, à laisser le temps de la récupération et voilà. Donc ça va être le facteur le plus important. Ensuite, justement, j'ai commencé à en parler, c'est le facteur récupération. Il va vraiment falloir que la personne qui va arriver et qui va venir dans le milieu du trail pour ensuite faire de l'ultra-trail, il va falloir qu'elle s'accorde une période dans la saison où il va y avoir une coupure, vraiment un moment de repos de l'organisme. Parce que très souvent, l'erreur qui est faite, c'est « Ah, mais je fais pas assez d'entraînement ». Et de rajouter, ça va faire qu'épuiser l'organisme et épuiser le mental. Très souvent, on néglige cet aspect-là parce que c'est abstrait pour les gens d'avoir un aspect mental et d'avoir un côté, je dirais que le mental est un facteur qui est pas le plus important, mais quasiment, puisque c'est en gros entre 50 et 70% selon les personnes pour la réussite d'une épreuve. Donc il faut, en plus de cette progressivité, travailler la tête. Et pour travailler la tête, il faut la laisser se reposer. Comme l'organisme, elle a besoin de se reposer, donc de faire une coupure. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement couper, mais au moins ralentir, avoir peut-être 1 ou 2 footings très tranquilles pendant 1 mois, 2 mois, et puis reprendre progressivement de manière à revenir et à repartir sur une nouvelle saison dans de bonnes conditions. Et le dernier conseil, c'est justement de ne pas négliger l'aspect mental et l'aspect, je dirais, technique au niveau de la tête. Alors, comment on peut interpréter les choses? Il faut savoir aussi s'écouter. Il faut tenir compte de l'environnement. Il faut tenir compte de la vie que l'on a. Si on a un métier qui est vraiment très dur physiquement et très dur moralement, l'entraînement va être beaucoup plus allégé que si on a une vie plutôt seule, sédentaire, avec une vie plutôt derrière un bureau. On va pas avoir le même type et la même qualité d'entraînement. Donc il va falloir s'adapter à ce type je dirais, de circonstances et tout un tas de petites choses qui me font dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de plan d'entraînement type. Il existe une adaptation à faire, une adaptation à avoir, et que cette adaptation, eh bien, elle se fait par par un coach ou bien par des gens qui sont qualifiés, qui vont étudier vraiment l'ensemble de votre vie pour pouvoir s'adapter aux conditions dans lesquelles vous allez être mené et dans lesquelles vous allez devoir être confronté pour les entraînements. Donc voilà, c'est un petit peu les grandes lignes de ce que je peux conseiller sur ce type de progression pour pouvoir progresser dans de bonnes conditions. D'accord, donc pour résumer, la progressivité, c'est-à-dire aller étape par étape en augmentant chaque année un petit peu les distances, surtout en compétition, en se donnant un objectif un petit peu plus important au fil des années, se donner 3-4 ans. Voilà. Deuxièmement, c'est travailler sa psychologie et ce mental et ne pas oublier de laisser reposer son esprit de temps en temps. Exactement. Et la troisième chose, c'est donc de s'adapter en fonction de sa vie professionnelle et de toujours écouter son corps. Exactement.
D'accord. Et également, j'ai lu récemment que tes pulsations minutes au repos étaient de 38 au réveil, 40-42 lors de ta journée. Explique-nous un Oui, petit peu comment tu fais pour avoir un cœur qui a des pulsations par minute aussi basses et explique-nous aussi quels sont les travails spécifiques que tu fais puisque tu es un coureur d'ultra trail. Tu fais du travail de VMA, je suppose, travail oui, allure spécifique, footing en endurance exactement. fondamentale. Tu dois faire aussi du travail de dénivelé spécifique par rapport aux courses que tu fais. Explique-nous un Oui. petit peu tout ça, hein, les différents travails spécifiques que l'on doit faire en ultra trail, plus eh bien le nombre des pulsations par minute qui est si faible. Ouais. Alors pour en revenir aux pulsations minutes, 38, oui, C'est c'est quand tu te lèves le matin. au lever, j'arrive à descendre plus bas que ça, puisque dernièrement j'ai été opéré, j'ai eu un petit souci, donc j'ai été opéré, et la machine avait une limite à 36 pulsations minutes et elle faisait que de sonner. Donc je suis descendu jusqu'à 34, ça m'arrive de descendre à 34 quand je suis au repos, tranquille, posé, et dans la journée, oui, je suis à 40, ça m'arrive de descendre même le matin à être comme ça à la maison entre 39 et 40. Bon, après, j'arrive au corps à monter assez haut en fréquence cardiaque, donc jusqu'à 193, 195. Donc ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant, ça va être ce qu'on appelle l'amplitude. Donc l'amplitude, ça va être le différentiel qu'il y a entre le mini et le maxi. Pourquoi? Parce que ça laisse une marge de manœuvre plus importante quand on court. Donc pour le travail donc spécifique à ce niveau-là, c'est relativement simple. C'est un travail de VMA comme un coureur de marathon, avec du travail sous forme de 30-30, de 1-1, de 2 minutes, de 4 minutes, et ensuite, ça va être un travail dit au seuil, donc avec des répétitions de 2 km, 3 km, des 30 minutes à 90-92%, jusqu'à faire des périodes bien spécifiques. Je vais aller jusqu'à faire 1 heure à 80%, et je vais enchaîner quasiment 45 minutes à 90% de ma fréquence cardiaque, et je vais enchaîner à nouveau 15 à 20 minutes au seuil, entre 92 et 95%. Et donc c'est un travail qui se fait lentement, de manière à pouvoir résister dans le temps, résister vraiment le plus longtemps possible à des vitesses assez hautes, puisque en 2011, sur l'UTMB, sur l'Ultra Trail Tour du Mont Blanc, sur cette épreuve-là, on a fait une moyenne à peu près de 8,5 km/h, donc sur l'ensemble des 179 km qu'il y a eu cette année-là, et des 10 300 mètres de dénivelé positif, donc ce qui est déjà complètement incroyable. Et c'est vrai que pour travailler et pour être à l'aise à 8,5, eh bien il faut être à l'aise à 16, 17, 18 km, à 18 km/h, faire des sessions à 20, 21, 22 km/h, de manière à être plus à l'aise en dessous et à pouvoir résister et tenir longtemps. Voilà, c'est entre guillemets ce que moi je pratique. Maintenant, il y a plein de choses qui sont en évolution, puis il y a plein de choses encore à découvrir. Ah bah exactement. Pour rappel également, si je me trompe pas, tu as une VMA à peu près de 22 km/h. Oui, actuellement à peu près 21,9, mais c'est vrai que dans le passé, quand j'étais coureur de 800, 1500 et 3000 steeples, j'avais 23,9, hein, quasiment 24 km/h de VMA. J'ai une VO2 max qui est aux alentours de 84-85 à peu près. D'accord. Donc ouais, c'est Voilà. c'est quand même pas mal, c'est sympa. Oui, ça va pas trop mal. Et également, de temps en temps, est-ce que tu fais des stages spécifiques pour progresser dans l'ultra trail? Est-ce que tu te fais des Alors fois oui, un stage d'une semaine, 10 jours avec d'autres athlètes pour progresser? Et pour toi, quelle est oui, l'importance de faire des oui, stages en course à pied? je pratique ce type de rencontre déjà pour deux choses. Pour travailler ma tête,
Pourquoi? Tout simplement parce que ça me permet de m'entraîner autrement que tout seul, puisque je m'entraîne quasiment, on va dire, 9 fois sur 10, 9 jours sur 10, si c'est pas 9, voire même 10 jours sur 10, je m'entraîne seul. Donc c'est quand on passe un hiver, 3 mois à s'entraîner 2 fois dans la journée, à faire des séances de ski, de rando, à faire des entraînements du type justement sortie montagne seul, il est vrai que les stages, la pratique de stage est vraiment très intéressante. Et puis ça permet de faire des blocs, de se remettre un peu dans le bain, d'être à niveau, de voir quel est le différentiel que l'on a avec les athlètes les plus forts, et puis de continuer à travailler, ça remotive. C'est vraiment très important. Ça permet aussi de travailler sous forme de blocs. Alors ça, je l'ai pas du tout abordé, mais en fait, le travail sous forme de blocs, en faisant donc des blocs de 2 à 3 jours et en récupérant 2 jours derrière complètement, ça permet de passer un échelon, de passer à un étage au-dessus. Donc je trouve ça intéressant. Et les stages sont là justement pour faire ce type d'entraînement. D'accord. Donc tout ça, ça te permet d'être au top, les stages, par exemple. Autant que possible. D'accord. Et Voilà. pour finir sur une dernière question, cette interview, quels sont les 3 conseils indispensables que tu donnerais à un débutant qui souhaiterait juste se lancer dans la course à pied? Quels sont les 3 conseils indispensables que tu pourrais donner? Alors déjà, sur les 3 conseils pour quelqu'un qui se lance dans la course à pied. Qui n'a jamais couru quasiment de sa vie. Oui, tout à fait. Celui qui n'a jamais couru, qui cherche à courir et qui veut par la suite faire du trail, en fait, la première chose, ça va être le fait de s'amuser. Il faut garder à l'esprit la notion de plaisir. Donc, durant les entraînements, si on peut appeler ça ainsi, durant les entraînements, il n'y a pas de moments durs, ou autrement, c'est après avoir passé des moments vraiment plaisants. C'est la notion de plaisir. Il faut vraiment garder cet esprit, cette chose à l'état d'esprit, et vraiment garder ça à l'esprit. Il faut se faire plaisir et s'amuser. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir de la progressivité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas hésiter, pour un coureur ou pour un non-coureur, tout simplement d'abord d'aller marcher avant de chercher à courir, parce que on va se dire j'arrive à courir pendant je sais pas 30 minutes la première fois, 30 ou 40 minutes, et on va se dire mais comment c'est possible de courir dedans physiquement, qui baisse les bras très longtemps. Voilà, et qui baisse les bras très vite. Alors pour réussir à d'abord courir, il faut d'abord aller marcher. Et il faut vraiment pas hésiter à alterner marche-course, marche-course. Et après, moi ce que je pense être l'idéal, c'est de sortir en groupe avec des gens du même niveau, ou tout au moins des gens qui vont s'adapter à votre niveau. Et donc de sortir, de créer une émulation, pour que les jours où vous n'êtes pas très motivé, vous savez que le groupe va sortir. Donc ça va vous amener à vous dire bon allez j'y vais, et puis on verra. Et puis très souvent ces jours-là, c'est des jours où vous allez finalement prendre du plaisir, et puis vous allez rentrer chez vous et ça va vous avoir regonflé, et moralement vous allez être remonté et vous allez vous dire voilà, bon, j'avais pas envie mais j'y suis allé et je me suis fait plaisir et c'est la priorité. Donc c'est en gros les grandes lignes de ce que je peux conseiller pour quelqu'un qui débute. Faut vraiment pas hésiter à aller marcher d'abord, alterner avec un peu de course à pied, y aller 3/4 d'heure, 1 heure, mais vraiment dans l'état d'esprit de se dire je me fais pas mal, je suis pas là pour me faire mal, je suis pas, c'est pas une torture que je fais, c'est un sport, une activité, et je fais bouger mon organisme, et il faut que mon organisme s'adapte. Et pour qu'il s'adapte quand j'ai jamais rien fait, ou quand j'ai eu fait dans le passé, et qu'il faut que j'y revienne, faut prendre le temps. Faut laisser le temps à l'organisme de reprendre et de recomprendre comment ça fonctionne, avant de pouvoir lui demander de courir pendant 1 heure, 2 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures. Donc il faut prendre le temps pour continuer à se faire plaisir. Exactement. L'idéal, c'est par exemple, on se dit
je cours 2 minutes, je marche 1 minute, je cours 2 minutes, je marche une Exactement. minute. Et Exactement. également, petit à petit, on augmente le temps de course et on réduit le temps de marche. Exactement. Faut y aller progressivement. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent tout de suite courir pendant 1 heure ou 10 kilomètres et de ce fait ils se dégoûtent. Pour la plupart ils se dégoûtent et quand ils sont dégoûtés après pour revenir en arrière à la course à pied c'est pas fait pour moi alors que on est presque quasiment sûr actuellement d'être né pour courir. Ouais, je suis 100% d'accord avec tes propos, dans le sens Voilà. que toutes les études montrent que l'être humain est fait pour courir depuis notre naissance, exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut pas brûler les étapes et aller dans un club. Souvent, il y a une Ouais, ouais, structure le proche club de chez étant le nous. plus adapté, hein. Ouais. Ça donne une structure en fait. Et du coup, quand il y a des entraînements, qu'on est dans un groupe, même si quelquefois on n'a pas forcément une motivation Oui, importante, eh bien on y va et après on regrette pas du tout d'être allé à exact, l'entraînement et après avec les automatismes, la puissance des habitudes, ça permet de exactement. s'entraîner régulièrement. Régulièrement. Exactement. Ok, Voilà. merci une nouvelle fois pour cette Avec plaisir. interview, hein. On Avec peut plaisir. Et puis te retrouver sur ton site sebcheno.com, également dans différentes revues de course à pied, comme Esprit oui. Trail. Tu es dans quelle revue à part Esprit Trail? T'es dans Petit un... trail dans Endurance Magazine et puis dans quand même pas mal de magazines à l'étranger, beaucoup de magazines allemands, italiens, espagnols, Afrique du Sud, Australie aussi, japonais parce que je vais au Japon cette année. Donc c'est ouais non je me retrouve un petit peu partout mais Tu es un c'est bien parce athlète que international. tout à fait ouais bah oui j'ai cette chance là Ok. En tout cas, voilà. merci une nouvelle fois pour Bah, tous ce tes fut avec conseils, hein. plaisir. Ça m'a fait très Ouais. plaisir que tu acceptes cette Ah bah interview. c'est normal. Et merci encore. Et pour ma part, hein, je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook, Twitter, Google+. Dites-moi également dans les commentaires du blog juste en dessous de ce que vous avez pensé de l'interview. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de course à pied, pour de nouvelles interviews. Vous pouvez également me retrouver en tapant dans Google blogcoursapied.com. Vous tapez dans Google blogcoursapied.com et vous allez tomber directement sur moi. À bientôt pour la suite de l'aventure.